Avec l'augmentation de la demande en eau, un autre agent est responsable de la baisse des ressources, la pollution. Les trois secteurs où les besoins en eau augmentent sont ceux qui sont responsables de cela, c'est-à-dire l'industrie, l'agriculture et les utilisations domestiques. L'industrie est le responsable de la moitié de la pollution de l'eau. Elle rejette des eaux non traitées dans la nature, c'est-à-dire dans les rivières ou les lacs, et même dans les mers. Elle est responsable de 50% de la pollution de l'eau. Ces rejets sont des particules en suspension, des polluants organiques et des produits toxiques, azotés ou phosphorés dans l'eau. Cela provient de plusieurs types d'industries, comme la sidérurgie ou encore le textile. Le secteur agricole est le deuxième plus grand pollueur, qui ne pollue pas seulement l'eau qui se trouve en surface, mais aussi les eaux souterraines. Cela est la conséquence de l'agriculture intensive, qui utilise beaucoup d'engrais chimiques pour améliorer les rendements. Les rejets des animaux dans l'élevage peuvent aussi contribuer à la pollution de l'eau. Enfin, nous avons les usages domestiques. Les eaux ménagères provenant des salles de bain, des usines, des eaux de lavage sont chargées de détergents, de graisses, de solvants et de débris. De plus, les eaux provenant des WC sont chargées de matières organiques, azotées et de germes fécaux. À cause de la pollution, l'eau devient imbuvable. On voit bien que la qualité de l'eau se détériore, ce que nous montrent les sondages que nous avons effectués. Nous avons voulu savoir ce que pensaient les habitants de Pondichéry de l'eau. Pour cela, nous avons fait un sondage sur 100 personnes. La toute première question que nous leur avons posée est la suivante. Quelle eau buvez-vous? Sur 100 personnes, 67 boivent l'eau du robinet non traitée, 23 boivent l'eau du robinet soit chauffée ou filtrée, et 10 boivent l'eau des bouteilles. Puis nous leur avons demandé la question suivante. Comment est l'eau que vous buvez? À Pondichéry, sur 100 habitants, 63 affirment que l'eau n'est pas bonne, c'est-à-dire plus de la moitié. De plus, d'après certains, l'eau de Pondichéry aurait eu un bon goût il y a 10 ans. Il ne faut pas oublier de préciser que les 37% des personnes qui trouvent l'eau bonne utilisent un filtre. Les 63 personnes qui trouvent que l'eau n'est pas bonne nous avaient donné plusieurs raisons pour lesquelles l'eau a perdu son goût. L'eau était sale dans 19% des cas, jaune dans 22%. De plus, l'eau avait soit le goût de fer dans 12% des cas, ou le goût de produits chimiques dans 21% des cas. Il ne faut pas oublier aussi que l'eau est salée dans 26% des cas. Ensuite, nous nous sommes adressés au Water Department sur les problèmes d'eau à Pondichéry. Là, un monsieur qui s'appelait Ramachandran nous a aidés. D'après lui, l'eau était sale de couleur jaune et avait un goût de fer car les gens utilisaient chez eux des tubes anciens de plus de 10 ans, ce qui fait qu'il y a des bouts de fer qui traînent dans l'eau. C'était donc un problème individuel. L'eau avait parfois des goûts de produits chimiques car ils utilisaient des produits comme la solution hypochlorite pour nettoyer l'eau, seulement après la confirmation des scientifiques. La salinité de l'eau est due au tsunami. Selon lui, pendant le tsunami, l'eau de mer serait rentrée dans les nappes souterraines et les aurait rendues salées. L'eau était salée aussi à cause de la rentrée de l'eau de mer dans les nappes souterraines, où l'eau ne cesse de diminuer à cause du pompage excessif. Pour empêcher l'eau salée de se mélanger avec l'eau normale des autres nappes, les gens du Water Department ont construit de longs tubes qui séparent les nappes les uns des autres. Cette interview nous a poussé à nous demander si la mer s'avançait vraiment au niveau des nappes. Comme le pompage des nappes aquatiques ne cesse d'augmenter et comme le renouvellement des eaux des nappes n'est pas facile, les ressources souterraines diminuent. On peut donc penser que la mer s'avancerait pour prendre la place qui reste. Pour cela, nous nous sommes mis à chercher des eaux de pluie de Pondichéry. Les puits permettaient l'accès direct dans les eaux souterraines. Nous n'avons trouvé que 9 puits, ce qui était bien dommage. Nous avons mesuré la conductance de ces eaux pour ensuite déduire leur concentration. Grâce à cette expérience, nous avons pu découvrir une nouvelle grandeur, la conductance. Plus la conductance d'une solution augmente, plus la concentration en sel augmente. En mesurant leur conductance, nous avons trouvé que les eaux de puits qui se trouvaient les plus proches de la mer avaient une concentration en sel plus importante que celle des eaux qui se trouvaient plus loin. Ce que nous montre le graphique suivant. On voit bien que plus la distance par rapport à la mer augmentait, plus la concentration en sel dans l'eau des puits diminuait. Notre professeur de SVT, Madame Poissel, nous avait dit aussi que la salinité des nappes serait aussi due aux minéraux présents dans l'eau. Ces derniers proviennent des roches présentes. Comme la quantité d'eau douce diminue, la concentration de ces minéraux augmente, ce qui entraînerait donc la salinité des eaux souterraines.
Comme les besoins en eau douce augmentent et comme la pollution rend l'eau toxique, les ressources en eau douce diminuent. De plus, l'inégale répartition de l'eau douce vient aggraver cela. Plus de 40% de la population de la Terre se trouve en situation de pénurie. Pour combattre ce stress hydrique, le dessalement de l'eau de mer paraît évident. La distillation est le premier procédé de dessalement utilisé au IIIe siècle avant Jésus-Christ par les marins grecs. Ce procédé est une reproduction accélérée du cycle naturel de l'eau. Lors de la distillation, l'eau salée est placée à 100 degrés Celsius. Seule l'eau qui a la température d'ébullition inférieure ou égale à 100 degrés Celsius s'évapore, laissant les autres espèces comme les sels ayant une température d'ébullition supérieure à 100 degrés Celsius comme résidus. L'eau sous forme de vapeur est ensuite condensée par un réfrigérant et devient de l'eau liquide. La répétition en chaîne de ces processus permet l'élimination maximale et optimale des sels. Les industries adoptent 3 différentes techniques. Voici l'expérience d'hydrodistillation. Après avoir mis en évidence la présence des ions Na+ et Cl- dans l'eau de mer, à l'aide des tests respectifs de flamme et de nitrate d'argent, on a mesuré la conductance de cette eau qui était de 52,38 Siemens et après hydrodistillation, sa conductance était de 3,29 Siemens. Donc l'hydrodistillation a enlevé environ 50 Siemens, c'est-à-dire une grande quantité d'ions Na+ et Cl-. Et voici maintenant une petite animation pour mieux illustrer cette expérience. Par augmentation de la température, l'eau commence à s'évaporer et au niveau du réfrigérant à eau, l'eau se condense et on a donc un distillat dépourvu de sel. Voici maintenant la distillation électrique. En procédant de la même façon que l'autre expérience, on a trouvé que la distillation électrique peut enlever environ 40 Siemens, ce qui est moins évident que l'hydrodistillation. Et voici maintenant une petite animation. Ce procédé fait son apparence dans les années 50. Il est le plus utilisé dans les stations à grande production. Lors de la distillation multiflash, l'eau de mer est chauffée à une température de 120 degrés Celsius. Elle est ensuite envoyée dans des réservoirs à basse pression. L'eau subit une vaporisation instantanée par détente appelée flash. Une fraction de l'eau se vaporise et se condense sur des condenseurs qui sont des tuyaux en serpentin et passe successivement dans d'autres réservoirs qui ont une pression de plus en plus petite. Ainsi, l'eau liquéfiée est recueillie après chaque détente. La samure restante regagne les condenseurs alimentés en eau de mer. Elle est ensuite diluée. Ainsi, une partie du mélange est rejetée et l'autre subit à nouveau le cycle du procédé. Cette technique élaborée à la fin du XIXe siècle consiste en une association en série des réservoirs évaporatoires appelés effets, contenant chacun de l'eau de mer et des condensateurs. Dans le premier effet, l'eau de mer ruisselle sur un serpentin de tube chauffé par les vapeurs provenant d'une chaudrière à une température variante entre 70 et 80 degrés Celsius et cela provoque l'ébullition de l'eau de mer ainsi que son évaporation. L'eau de mer qui n'a pas pu être vaporisée reste au fond de l'effet sous forme de saumure. Les vapeurs d'eau se condensent sur les serpentins. Cet changement de phase dégage suffisamment d'énergie pour pouvoir vaporiser l'eau de mer qui se trouve dans cet effet et permet son évaporation vers le troisième effet et ainsi de suite. On peut ainsi placer 6 ou 7 effets en série et le dernier effet fait condenser les vapeurs d'eau douce à l'aide d'un serpentin alimenté par l'eau de mer. Il faut 2 à 4 litres d'eau de mer pour en obtenir 1 litre d'eau douce. Le premier évaporateur multiple effet a été inventé il y a 80 ans par le français Kestner. Cette technique est devenue la méthode de distillation la plus importante pour petites et moyennes installations.